On nous explique chaque année que ça va être la fin du monde du coaching, il y a de plus en plus de dérives, tout le monde fait n'importe quoi, c'est le bordel, c'est le Far West. Combien de temps ça va encore durer? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Est-ce que tu peux me parler de l'escalade des surpromesses dans le monde du coaching? Un truc qui a été théorisé de façon très intéressante par Eugène Schwartz, qui est un vieux papy du copywriting, là, les premiers de la première heure, et il parle des niveaux de conscience. Et il parle aussi d'un truc qui s'appelle la sophistication de marché. Sophistication de marché, en gros, c'est à quel point les gens en face de toi ont été exposés à des messages marketing. Moins ils sont exposés, moins tu as besoin de promettre, plus ils sont exposés, plus ils ont déjà vu les mêmes promesses, plus tu surpromets, jusqu'à un truc qui arrive ensuite. Globalement, niveau 1 de sophistication de marché, je t'aide à perdre du poids. Niveau 2, je t'aide à perdre 10 kg. Niveau 3, je t'aide à perdre 10 kg en 90 jours. Niveau 4, je t'aide à perdre 10 kg en 90 jours, sans sport ni régime. Niveau 5, avec la méthode machin. Niveau 6, je t'aide à perdre 197 kg sans sortir de ton canapé avec une pilule magique. Et là, crise de confiance. Sur promesse, sur promesse, sur promesse, l'audience ne croit plus à rien, crise de confiance, il n'achète plus. Et à ce moment-là, on va avoir un truc qui s'appelle la parade du marketeur repenti. C'est tous ceux qui ont surpromis pendant des mois et des années qui vont dire « Ah, je suis désolé, j'ai pris conscience de mes erreurs. Dire la vérité, c'est bien et c'est important. Disons tous la vérité. » Et hop, ensuite, derrière, il y a la nouvelle échelle de sophistication qui est-ce qui lavera plus blanc que blanc et qui est-ce qui dira plus la vérité que le suivant. Le problème avec ça, c'est qu'on crée systématiquement des attentes irréalistes et de la défiance dans le public en face de nous. Et en faisant ça, on flingue un peu plus le marché jour après jour, jusqu'au moment où soit tu auras un scandale et plus personne n'achètera, soit l'État en aura plein le cul, il va venir réguler. Et globalement, en jouant à ce jeu-là, tous les marketeurs sont en train de savonner la planche sur laquelle ils sont, et ils vont tous finir par se péter la gueule. Et sûrement qu'à des niveaux, peut-être que moi aussi. Qu'est-ce que ça implique, du coup, ces attentes surréalistes dans derrière l'expérience qu'a le client dans le... Le client, il a forcément une mauvaise expérience. Si tu lui as dit qu'il allait faire 100 cas par mois dans 30 jours sans rien foutre, et que derrière, il voit qu'il doit déjà passer 3 mois sur sa cible et son offre pour avoir ses 10 premiers clients, bah déjà, il va faire la gueule. Et il a raison, en fait. Si tu lui as vendu un truc qui marche pas, c'est forcément, il fait la gueule. Donc derrière, toi, tu vas devoir te battre comme pas possible pour surdélivrer, sauf que tu as surpromis. En fait, ce qu'il faut, c'est sous-promettre et surdélivrer. Et surtout pas surpromettre et sous-délivrer. Le problème, c'est qu'on est sur un marché où, jusqu'à 100 cas par mois, ton marketing et tes capacités de vente sont presque plus importants que ta capacité à faire un produit cool. Et donc, les gens qui, eux, ont besoin, de façon viscérale et vitale, de faire un produit extraordinaire, c'est plutôt des gens qui sont à 250-300 cas par mois. Donc, le gros du marché vend des produits de merde. Et les plus gros, qui se mangent toute la défiance, ont les capacités de faire un produit extraordinaire, et ils en souffrent. Et le but, c'est pas de faire ouin Calimero, pauvre petit Jérémy et son programme, voilà, on s'en fout. Nous, aujourd'hui, on a la force de frappe marketing et la capacité de faire un produit qui soit vraiment bon, qui apporte vraiment des résultats. Mais c'est vrai que le chemin a été turbulent et difficile à cause de ça. Et si on se place côté client, est-ce que, du coup, quelque part, il y a une déresponsabilisation du client qui peut être possible, ou est-ce que Je pense que c'est un sujet ou pas? ça dépend du niveau de conscience du client en fait. Un client qui arrive sur le marché éduqué, si il croit n'importe quoi alors qu'il est éduqué sur le marché, c'est sa faute. À un moment, tu crois à la pilule magique sans rien foutre, c'est ton problème, quoi. Par contre, il y a plein de gens qui arrivent sur le marché chaque année et qui sont pas éduqués à tout ça, tu vois, et qui n'ont pas le niveau de conscience assez élevé, qui savent pas où chercher, qui savent pas où trouver, etc. Et ceux-là, ça va être difficile de leur foutre toutes les responsabilités dessus. À un moment, c'est aussi la responsabilité de l'entrepreneur de pas vendre n'importe quoi, de pas dire n'importe quoi. Et on a le droit à l'erreur parce que ton niveau de conscience d'entrepreneur peut aussi évoluer, mais il y a un moment, tu sais si tu racontes n'importe quoi, ou si tu joues un peu avec la réalité, etc. Tu vois. Et il y a un questionnement qu'on a beaucoup dans nos métiers, c'est, il y a des gens, j'étais sûr qu'ils auraient des résultats, ils n'en ont pas eu. Il y a des gens, j'étais sûr qu'ils auraient aucun résultat, ils en ont eu. Il y a des gens qui ont eu des super résultats et qui me détestent. Il y a des gens qui ont eu aucun résultat et qui m'adorent. Et tous les milliers de nuances au milieu de ça. À partir de là, qu'est-ce que j'ai le droit de dire ou pas? Qu'est-ce qui est éthique ou pas? Qu'est-ce qui est droit dans mes valeurs ou pas? Vous avez 3 heures, sujet de philo. J'avais cette discussion récemment avec Pierre David de l'Académie de la Haute Performance, qui effectivement a remarqué la même chose et le même genre de questionnement existentiel chez les entrepreneurs. Et en fait, il faut opérer un travail de dépolarisation, parce qu'en fait, il y a des millions de nuances là-dedans. Et du moment que tu mens pas et que tu es transparent sur ce que les gens achètent, comment ils l'achètent, pourquoi, les résultats qu'ils peuvent espérer obtenir, etc. Le reste, en fait, on peut pas tellement le prédire. Et donc, je ne surpromets pas, mais je ne sous-promets pas. Je donne des moyennes de ce que j'ai observé, et c'est ça qui permet de créer le plus de confiance, en fait. Donc toujours s'en tenir aux faits, et ça devrait bien se passer, ou du moins c'est le meilleur scénario, on va dire. Moi, je donne les faits, je donne les moyennes, je donne la réalité, je donne de la transparence, et je fais de mon mieux, c'est tout.
Et du coup, dans ce monde où la confiance a été un peu brisée, comment est-ce qu'on fait pour la recréer? Et est-ce que c'est toujours la solution de donner de la valeur, etc., comme on entend partout? Avant tout, il faut montrer patte blanche, mais montrer patte blanche, c'est pas toujours donner du contenu gratuit. Le problème, c'est que la plupart du temps, ton contenu gratuit est là dans l'attente et l'espoir que la personne en face te trouve intelligent et achète. C'est pas de la gentillesse, c'est de la soumission. C'est exactement la même chose que les mecs trop gentils, qui sont trop gentils, non pas parce que c'est leur personnalité, mais parce qu'ils pensent qu'ils vont pécho comme ça. En général, ils deviennent déçus et agressifs. De la même chose, les entrepreneurs qui donnent trop dans le simple espoir de l'achat deviennent déçus et agressifs. Ton contenu est là soit bénévolement, point, sans attendre dans ce cas-là, soit pour aider la personne à changer de niveau de conscience pour qu'elle puisse potentiellement devenir cliente. Toute autre raison de faire du contenu ne sert à rien. Soit c'est du bénévolat et tu le fais en ton âme et conscience, et c'est très bien, hein, il faut. Soit c'est dans un but marketing d'élever le niveau de conscience. Si c'est pas un des deux, c'est une perte de temps. De la même façon que l'on fait soit du bénévolat, soit un produit qui a son vrai prix et sa vraie valeur. Tout ce qui est entre les deux, c'est nul. On peut aider des gens gratuitement, pro bono, c'est bien. Et sinon, on facture. Entre deux, ça rend service à personne. Ça, c'est un truc que tu observes souvent chez les gens qui arrivent chez vous? Ce genre de croyance un petit peu ou de... Les gens pensent qu'ils vont voir mon contenu extraordinaire, ils vont voir ma valeur, ils vont me trouver trop fort, donc ils vont acheter. C'est faux. Les gens pensent si c'est moins cher, ce sera plus facile à vendre. C'est faux. Globalement, on est tous un peu pris dans notre relation à l'argent et dans ce qu'on doit se dépatouiller avec. Et notre relation à l'argent, c'est souvent très lié à notre relation à l'amour. Et je reçois l'argent comme je reçois l'amour, je donne l'argent comme je donne l'amour. En général, c'est très lié. Hein. Je ne l'explique pas, j'en sais rien. C'est une raison sûrement soit très psychanalytique, soit très mystique au perché, mais n'empêche que je l'ai observé. Et quand on soigne sa relation à l'argent, et quand on la règle, en général, tout devient beaucoup plus évident et plus facile. Je fais du coup un petit pas de côté par rapport au sujet initial, mais toi, quand tu as commencé à travailler ta relation à l'argent, je crois que tu t'étais fait accompagner au Ouais. départ. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter un petit peu qu'est-ce En fait, qui s'est passé? Je me suis rendu compte que mes prix, ma façon de vendre, ma façon de créer, ma façon de donner, ma façon de recevoir, étaient liés à mon enfance, à ma relation avec mes parents, aux phrases que j'avais entendues, et on a déjà fait pas mal de vidéos sur l'argent, et pour aller les regarder, ce serait intéressant, je pense. Globalement, tout est lié à nos traumas d'enfance, qui déterminent nos comportements d'adultes, et notre relation à l'argent. Si en plus de ça vous êtes français, vous partez avec un handicap, puisqu'on a un vrai problème avec l'argent dans ce pays, rendez-vous compte juste que l'argent n'est pas un problème ni une solution, l'argent est un outil, un tournevis n'est ni bien ni mal, l'argent c'est pareil. L'argent est un moyen d'obtenir des trucs. Si tu me donnes les mêmes trucs mais que tu m'enlèves l'argent, je m'en fous de l'argent. Ça sert à rien. Je le mange pas, je dors pas avec, je vais pas me faire enterrer avec. L'argent permet des possibilités. Si tu me donnes les mêmes possibilités mais sans l'argent, je m'en fous de l'argent. Tu veux que j'en fasse? Et là, du coup, pour quelqu'un qui regarde, peut-être que la réaction face à ce que tu viens de dire, ça peut être de se dire, d'avoir un réflexe un peu de survie, tu vois, de oui, mais si j'en ai plus, ça va être la merde, etc. Qu'est-ce qui t'a débloqué là-dessus? La peur vient du fait qu'on ne sait pas si on va réussir à en recréer et où est-ce qu'on va en trouver. Je donne toujours la même analogie. Si t'as rien à visser chez toi, tu paniques pas de ne pas avoir de tournevis. Pour une simple raison, c'est que tu sais que si tu as besoin d'un tournevis, tu sais où le chercher. Si tu sais créer de l'argent quand on a besoin, t'en fous d'en avoir ou pas. Encore une fois, l'argent est un outil qui sert quelque chose. Si tu n'en as pas besoin, t'as pas besoin d'en avoir. Sauf si tu veux en garder au cas où t'en aurais besoin, parce que tu sais pas en faire. Et donc l'enjeu de l'abondance financière, même si le terme est un peu galvaudé aujourd'hui, c'est de savoir en faire, c'est pas d'en avoir. Quand tu es capable d'en imprimer littéralement avec ton savoir, tes compétences et ton audience, t'as pas besoin d'en stocker. Tu appuies sur un bouton et t'en as. Est-ce que toi, t'as peur qu'un jour ça s'arrête, ça? Que le marché soit saturé, que le truc s'écroule? Ça fait 10 ans qu'on me répète chaque année que le marché est saturé, que ça va s'écrouler, que ça va s'effondrer. Il est toujours là. Il s'est professionnalisé, certes. Il faut être plus niché qu'avant, certes. Mais en attendant, il est toujours là et je pense que c'est un marché qui va encore durer très 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 longtemps puisque c'est un marché qui est en train d'absorber toute une partie des flux financiers de l'éducation traditionnelle. Alors on rentre pas en concurrence avec Harvard et HEC, hein. On rentre en concurrence avec toutes les écoles un peu moyennes. Et donc c'est un marché qui va continuer à croître encore quelques années, je pense. Donc on a de belles années devant nous. Voilà. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, je m'appelle Jérémy Coleman, je suis à la tête d'une entreprise qui accompagne en ce moment 250 clients avec une trentaine de personnes dans l'équipe. Ça fait plus de 10 ans que je fais du marketing sur internet et aujourd'hui on aide des coachs, des infopreneurs, des thérapeutes à développer leur activité avec des méthodes toutes simples. Ce que je vous partage sur cette chaîne, c'est ma vision du monde de l'accompagnement, ma vision du marketing et ma propre expérience du terrain. Si vous voulez voir comment on développe justement une activité de l'accompagnement saine dans un marché qui est complexe mais qui est encore très accessible, vous regardez sous la vidéo, je vous ai fait une masterclass de 45 minutes, il suffit de cliquer sur le lien et je vous vois de l'autre côté.